Bonjour et bienvenue à Ratureli. Aujourd'hui, on s'intéresse à la biographie, exercice d'admiration, analyse de l'œuvre, lettre adressée à un mentor. En fait, elle se décline sous toutes sortes de formes aujourd'hui et on en discute avec trois invités, Daniel Lorrain, Jacques Julien et Ralph Elawani. Bonjour, Jacques Julien. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors vous êtes essayiste, romancier, nouvelliste. Vous avez publié 3 romans chez Triptyque, des essais aussi sur la chanson francophone surtout, notamment Robert Charlebois, L'Enjeu ordinaire en 87, Richard Desjardins, L'activiste enchanteur en 2007. Et là, vous faites paraître Léonard Cohen, Seul l'amour, donc oui, toujours chez Triptyque. Et là, donc, ça se présente comme un essai, en fait. Et l'ouvrage en vient à dégager une dimension amoureuse des chansons de Cohen. Vous les analysez, puis il y a aussi toute la vision, en fait, de Léonard Cohen, une vision mystique de l'amour et de la vie qui va se dessiner à travers le personnage. Léonard Cohen, je rappelle qu'il fait son 80e anniversaire de naissance, 13e album, donc cette année. Daniel Lorrain, bonjour. Bienvenue à l'émission. Vous êtes donc auteur, journaliste littéraire. On peut vous lire dans Le Devoir, Elle Québec, vous entendre à Radio-Canada également. Vous avez publié en 2010 « Promets-moi que tu reviendras vivant », ces reporters de guerre qui vont à la guerre, chez Libre Expression. Et là, vous faites paraître le roman de René Martel, donc chez Québec-Amérique, qui est un récit, en fait. C'est un portrait, oui, en fait, un portrait, de René Martel. Oui. Portrait de la chanteuse, donc écrit à la 3e personne, mais quand même sur le ton de la confidence. On est comme dans un récit quand même assez intime. On découvre la femme, les blessures, sa carrière, aussi ses mariages. C'est une sorte de conversation, on pourrait dire, avec votre sujet, une biographie qui se lit comme un roman, comme le titre l'indique. Mais avant, j'aimerais qu'on reparle aussi d'un autre de vos livres, Duras, l'impossible, qui vient d'être réédité chez Québec-Amérique, donc écrit en 2006 à l'origine. Donc là, c'est un récit personnel, inspiré de la vie de Marguerite Duras. Là, c'est vraiment au jeu. Donc. Exact. Donc là, vous avez choisi de vous adresser, en fait, à Marguerite Duras. Mais vous racontez aussi votre découverte de l'écrivaine, votre fascination pour son écriture, puis aussi vos tentatives de la rencontrer. Vous avez rencontré ses proches, vous avez été vraiment visiter, en fait, tous les lieux de son existence. Alors déjà, juste pourquoi cette forme-là du vous, cette lettre adressée? En fait, j'avais besoin de m'adresser à elle, mais c'est après sa mort, donc c'est m'adresser à elle tout en sachant qu'elle ne me répondra pas. Mais c'est parce que Duras a été dans ma vie très importante pendant des années, donc je l'ai découverte à 19 ans par un livre, Le ravissement de Lolvestein. Et c'est un livre qui m'est vraiment rentré dedans. Je le raconte, j'étais en grosse peine d'amour et tout ça. Et j'avais l'impression que ce livre-là avait vraiment été écrit pour moi parce qu'elle mettait des mots sur ce que je ressentais. Et ça allait même très loin. J'avais l'impression presque que c'était moi qui l'avais écrit. Donc, c'est comme si... Puis au fil des ans, je suis devenue passionnée de Marguerite Duras. Donc, comme vous le disiez, j'ai marché dans ses pas, j'ai lu tous ses livres, j'ai rencontré ses proches, je suis allée jusqu'au Vietnam pour prendre le bac sur le Mekong. Donc, j'ai vraiment fait quelque chose je dirais, une passion obsessionnelle de son œuvre et tout ça. Et c'est devenu tellement intime dans ma vie que je sentais que je pouvais lui parler, lui confier ce qu'elle m'avait fait, l'importance qu'elle avait eue dans ma vie. Oui, c'est intéressant. Mais c'est vraiment loin de la biographie classique, là, écrite à distance ou chronologique. C'est ça. Donc, vous êtes en scène dans le livre. Vous questionnez le rôle donc, que Duras a joué dans votre vie. Vous parlez de votre découverte à 19 ans. Là, vous écrivez « Je suis LOL, je vais devenir durassienne, tout, je veux tout lire de vous, je veux vous voir, vous, ça devient une obsession. J'écris comme vous, je pense comme vous, je vis à travers vous, je suis dans la fascination. » C'est fou, hein? Oui. Mais j'ai vraiment vécu ça plus jeune. Oui. Mais maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel rôle elle a joué dans votre vie? Est-ce que ça a été un mentor, un modèle?
Parce que Un vous peu êtes... tout ça, ça a été, je peux dire, fondamental. Ça a été fondamental parce que ça a été la découverte des mots, la découverte que, oui, il pouvait y avoir des mots pour exprimer des choses qu'on pense qu'on ne peut pas exprimer. Et oui, il y a des écrivains qui sont capables de mettre en scène des personnages qui vivent quelque chose qu'on vit soi-même, auquel on peut s'identifier. Et c'est une force extraordinaire parce que c'est sûr qu'avant de lire Duras, je lisais de la littérature, des romans, mais c'est à partir de Duras que je peux dire que je suis devenue fondamentalement amoureuse de la littérature. C'est grâce à Duras que je suis devenue journaliste littéraire parce que dans le fond, je voulais absolument aller la rencontrer. J'avais eu une petite bourse d'études pour aller la voir. Et pendant ce temps-là, je pouvais pas la voir. Je lui parlais au téléphone. Je pouvais aller faire une entrevue avec François Mitterrand qui acceptait de me rencontrer. Toutes sortes de gens comme ça, mais pas Marguerite Duras. Elle voulait seulement me parler au téléphone. Et pendant que j'étais là, j'ai commencé à faire des entrevues avec d'autres écrivains français. Et là, j'ai commencé à devenir pigiste et à vendre mes premiers papiers pour Le Voir, mes premières chroniques pour Radio-Canada. Donc, c'est aussi tout ça, c'est lié à ma découverte de Duras et de la littérature. C'est pour ça que je dis que c'est un rapport passionnel que j'ai eu avec elle. Je n'ai jamais compris ce que vous faisiez dans ma vie. Ça m'a toujours échappé. Je n'ai pas terminé mon doctorat sur vous. Je ne vous ai jamais rencontré. Je vous ai pourchassé sur tous les fronts. Je vous ai cherché partout, tellement que c'est devenu un mode de vie. Je n'ai pas cessé de marcher dans vos pas. Trop tard. Tout a toujours été trop tard pour moi avec vous. Ratage par-dessus ratage, un éternel ratage, vous, dans ma vie. Il est temps pour moi d'en finir avec vous. C'est ce que je voulais vous dire depuis le début. Mais vous parlez aussi de l'influence vampirique qu'elle a eue. Oui. Pas seulement sur vous, mais sur les gens autour d'elle. Les gens se mettaient à écrire comme elle. Alain Vircondelet, un de ses biographes d'ailleurs, dit ça. On ne pouvait pas côtoyer trop longtemps Duras parce qu'on était avalé par elle comme personne, parce qu'elle avait quand même quelque chose d'assez fascinant et de monstrueux à la fois. Mais son écriture, il y a aussi quelque chose de contagieux. Il y a la répétition qui vient. C'est comme si ça nous prend et à un moment donné, on se met à écrire, on a l'impression, mais voyons, je suis en train d'écrire comme Duras. Et je pense que quand on est plus jeune, c'est pire aussi. On comprend l'influence directe qu'elle peut avoir. Oui, ça m'est arrivé dans mes premiers écrits, mais je vous dirais que ça va plus loin que ça. Dernièrement, je faisais une table ronde avec des écrivaines et des créatrices québécoises autour des 100 ans, parce que c'est le centenaire de naissance de Marguerite Duras cette année. Et toutes me disaient, quand je suis en panne ou d'écriture ou quoi que ce soit, quand je suis dans le vide, je vais relire Duras. Parce que, oui, il y a le danger qu'elle nous vampirise, mais elle est une source d'inspiration extraordinaire. Entre autres, pourquoi? Parce que dans son écriture, il y a des blancs, il y a des trous, il y a des silences. Et on entre dans ces silences et on se perd un peu, mais pour mieux, je trouve, se trouver. Ah, c'est une belle façon de décrire le pouvoir, en tout cas, qu'elle a de son écriture. Ah, oui, c'est intéressant. Puis là, René Martel, donc tout autre projet, vraiment très différent. Comment c'est venu l'idée d'écrire le roman de René Martel? Le déclencheur, vous parlez entre autres d'un discours qu'elle a eu à la Disque en 2009 qui vous a En 2009, c'était le gala de la Disque à la télé et elle recevait pour la première fois de sa vie un Félix pour ses spectacles. Elle avait eu souvent des Félix pour ses disques, mais dans la section western. Mais là, c'était spectacle de façon générale. Et pour elle, c'était une consécration extraordinaire. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, donc elle était très, très émue de ça, ce que je ne savais pas, c'est qu'elle avait dans sa vie un drame terrible. Pas longtemps auparavant, elle avait perdu son conjoint qui s'était suicidé. Elle était dans un état pas possible. Et moi, quand je l'ai vue à la télé, j'ai vu l'immense fragilité de cette femme. Ça m'a touchée profondément. Et j'ai vu aussi qu'il y avait comme une force souterraine en elle qui la propulsait. Et je me suis dit, mais ça fait combien d'années qu'elle fait des spectacles et elle a encore du succès? Ses chansons ont traversé les modes, les époques. Qu'est-ce qu'elle devient, cette femme, et qui est la femme derrière la chanteuse? Donc, c'est ça qui m'a intéressée. Et je dois dire aussi
qu'il y a quelque chose d'assez particulier parce que les livres nous rejoignent tous. Il y a toujours une raison personnelle aussi pour lesquelles on fait des livres, je trouve. Et dans le cas de René Martel, mais je n'y avais pas pensé au départ, c'est que mes parents avaient un bar western à Charlemagne. Oui, vous en parlez. Le canot western du bar de l'eau. Et moi, quand j'étais petite, le dimanche après-midi, j'allais voir les spectacles. J'avais le droit. Donc, j'ai vu Marcel Martel, le père de René Martel, Patrick Normand, nommez-les tous. Je les ai vus quand j'étais petite. Et ensuite, j'ai travaillé jusqu'à l'âge de 25 ans comme serveuse à ce bar pour payer mes études. Et donc, le western, vraiment, les chansons, je les connais. Vous avez ça dans le sang. Oui. Puis, je veux dire, l'atmosphère qu'il y a dans un bar western, les gens, les chapeaux de cow-boy, les nappes à carreaux, tout ça. Et ça, c'est quelque chose dans quoi René Martel a grandi, son père étant un grand chanteur western. Fait que c'est comme si, à un moment donné, ça m'a rejoint et ça nous a rejoints. Parce que René, j'ai quand même travaillé 4 ans pendant ce livre-là. Je l'ai suivi partout, en tournée au Québec, jusqu'en Gaspésie. Et j'ai vu le public réagir à ces chansons. Ils connaissent les paroles par cœur. Elle a un fan club. C'est incroyable. Et elle a, je dirais, elle a un capital de sympathie. Oui, vous en parlez d'ailleurs. Extraordinaire, Oui. parce qu'en ces chansons, souvent, elle se raconte. Pas trop, mais elle dit, par exemple, ben ce soir, ça fait 2 ans que mon mari, mon compagnon s'est enlevé la vie. T'sais. Puis là, tu elle sens dit comme... ça sur scène. Tu sens comme silence, il y a comme des frissons qui passent. Puis là, après, elle dit, mais on va passer une bonne soirée. Puis là, elle part, puis elle chante. Alors, les gens sont touchés par elle parce qu'elle a une authenticité. Et c'est ça qui m'a touchée chez René Martel. Et surtout, parce que vous le disiez, je passe à travers tous les moments noirs qu'elle a vécus. Tentative de suicide elle-même, alcoolisme, cancer du foie, il n'y a pas si longtemps. Et ce qui m'a vraiment éblouie, c'est que elle s'est relevée à chaque fois. Mais elle a vraiment touché le fond, là. Et elle-même pensait... Pas, oui, quand on... Et donc, oui, cette fragilité, mais cette force extraordinaire en elle. Et pour moi, c'est vraiment... C'est lié, en quelque part. Là, et c'est lié à sa sensibilité d'artiste. Parce que elle chante encore après 60 ans de scène, parce que c'est un besoin. Je disais, elle chante. La scène, c'est comme respirer pour elle. Et donc, je trouve que malgré toute cette noirceur dans sa vie, c'est une femme de lumière. C'est plein d'espoir de voir comment une femme comme celle-là passe à travers tant de drames et se relève. C'est ce mélange de force et de fragilité, moi, qui vraiment m'a fascinée. Donc, vous allez très proche de vos sujets quand vous écrivez sur eux. Jacques Julien, vous êtes allé avec une autre approche. Oui, moi, je me tiens le plus loin possible. Ah oui, quand même. On est dans deux opposés. Vous, Léonard Cohen, vous êtes allé par l'analyse de ces textes de chansons. Pourquoi cette approche? Il faut dire que c'est une approche que j'ai développée il y a plusieurs années. J'avais déjà fait ce travail-là avec Robert Charlebois et Richard Desjardins, en ce sens que, à la différence du travail sur la vie ou sur la personne ou sur la dimension peut-être plus émotive de la rencontre avec les gens, moi, j'ai fait un travail plutôt sur l'œuvre telle qu'elle se présente à l'auditeur, qui va, par exemple, chez un disquaire, qui achète des disques, qui les apporte chez lui, qui les écoute. Et c'est le seul contact qu'il a avec l'artiste. Il ne l'a pas rencontré, il ne le connaît pas personnellement, il connaît peut-être certains détails de sa vie, mais le point de contact, le point de rencontre, c'est ce qui rentre par les oreilles. Donc, c'est ça. Et donc, c'est là-dessus que je travaille. Oui. Les chansons de Cohen sont-elles phagocytées dans le divertissement? Sont-elles un volet parmi tant d'autres des quêtes de sens, de salut, de guérison? Les mots du poète sont là, ils excitent, ils sont porteurs. L'artiste estime, quant à lui et selon les traditions juives, que les mots, dont les siens, jouissent d'une efficacité certaine dans la vie sociale. Quant au reste, il revient aux auditeurs d'en faire quelque chose dans leur vie personnelle et dans l'aventure collective. Il revient aux auditeurs de les faire passer dans la vie courante. Et là, chez Léonard Cohen, donc, vous avez choisi, mais en fait, vous avez découvert que ce rôle de l'amour est prédominant, que c'est un peu ce qui peut le mieux décrire son œuvre, ou en tout cas, il y a une forme d'art d'aimer qui développe dans tous ces textes de chansons, mais aussi certains textes littéraires.
Oui, ben, alors puisqu'on parle de la façon dont on écrit les livres, alors la plupart du temps, quand j'écris un livre, je l'écris pour moi. Le chanteur, parce que souvent c'est sur la chanson, me pose un problème ou une difficulté et j'essaie de résoudre le problème que je me suis posé à moi-même. Dans ce cas-ci, vous avez vu que c'était un petit peu différent. C'est ma compagne, c'est ma blonde qui m'a mis au travail parce qu'elle était plus amateur de Cohen que moi. Je connaissais Cohen, mais pas vraiment... Donc, c'est un livre que vous avez fait par amour? Oui, et le titre a une petite pointe en ce sens-là. En ce sens qu'elle m'a dit Cohen est très populaire depuis 2008, en particulier avec les nouvelles tournées. Alors, il faudrait que tu puisses montrer qu'est-ce qu'il a à dire aux gens, qu'est-ce que les gens lui trouvent... Quel est son message? Oui. Alors, au départ, tout ce vocabulaire-là, moi, ça me répugne. Les valeurs. Je déteste ça, les valeurs, le message, j'ai horreur de ça. Parce que je trouve que c'est trop facilement récupéré. On part rapidement, on dit le message, c'est ça. Alors qu'en principe, l'œuvre de l'artiste, elle doit continuer d'avoir toutes ses possibilités de sens et de signification. Mais en même temps, surtout Cohen, je dirais, parce que ses textes sont tellement poétiques et complexes. Ça ne peut pas être unidimensionnel. Non, c'est ça. Alors, donc, j'étais un petit peu dans cette double contrainte de satisfaire la commande amoureuse de ma blonde et d'autre part de rester fidèle à mes principes et à mes façons de faire. Ouais. Alors, je me suis fait une liste de lecture de chansons de Cohen, une quarantaine de chansons que j'ai écoutées à répétition. Et j'essayais de trouver qu'est-ce que c'est le scénario qui se trouverait au centre des chansons. Et j'ai saisi que le cœur ou le noyau, c'est le couple amoureux. On sait par ailleurs, dans la biographie de Cohen, dans sa vie, qu'il est un grand amoureux, un grand séducteur. Mais ce qui m'intéressait, c'était de voir comment ça passait dans ses chansons. Ouais. Est-ce que vous dites essayer de répondre à une question, bon, il y a quand même, j'imagine qu'on écrit sur quelqu'un, l'idée d'essayer de trouver un sens à la vie de la personne ou un sens au livre qu'on écrit, une sorte de thèse. Est-ce que vous aviez déjà, vous l'avez découverte en analysant Cohen, que l'amour pouvait résumer? C'est-à-dire que vous avez raison d'utiliser le mot thèse parce que ça me prend une thèse. Effectivement. C'est ma conception de l'essai, si l'on veut. Oui. Alors, il y a tout un temps de mûrissement. Hein? On accumule les choses, on accumule, ça mijote, ça fermente, et puis on espère qu'un jour, il va sortir une hypothèse ou quelque chose. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis la thèse, c'était un fragment d'une chanson de Leonard Cohen avec Love Itself, qui ne se traduit pas vraiment en français par seul l'amour, mais j'ai tordu un peu. Est-ce que vous en chantez parfois? Non, je n'en chante pas. Je n'en chante pas, mais j'ai fait un travail de traduction parce que la difficulté, c'est pas évident, ça. Ce que vous mentionnez tout à l'heure, c'est que les gens, évidemment, entendent Cohen. Certains sont capables de l'entendre avec toutes les subtilités de son texte, mais la plupart du temps, je pense que surtout les gens de langue française sont sensibles à une atmosphère, mais pas nécessairement au raffinement. Ce qui est mon cas, j'ai vraiment découvert avec votre livre la richesse littéraire. C'est presque une œuvre littéraire, une analyse, c'est presque un essai littéraire, en fait. Oui, parce que je n'ai pas touché l'aspect musique, alors que quand j'ai écrit sur Charlebois, j'avais tenu compte aussi de la dimension musicale. Mais c'est pas ce que ma blonde m'avait demandé, alors je n'ai pas touché. Mais effectivement, faire saisir les raffinements de l'écriture de Cohen, parce que je pense que c'est comme pour les œuvres de peinture, les œuvres graphiques, les gens ne saisissent pas nécessairement la technique que l'artiste a utilisée, les raffinements de couleurs, de composition, mais ils sont frappés par quelque chose. Mm-hmm. Et dans la chanson de Cohen, c'est un peu ça aussi. Les gens sont frappés, sont saisis par un rythme sans savoir. Et moi, je considérais que mon travail, c'était de leur dire, bien, écoutez,
avancez encore plus dans ce que vous aimez et voici ce qu'on peut entendre. Oui. Si on élargit, ça résonne, ça évoque telle chose. La peinture de Chagall, à ce point de vue-là, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que j'ai fait une sorte de parallèle. J'ai évoqué en passant la culture juive de Chagall et celle de Cohen, avec ses personnages, les fiancés qui flottent dans les airs, les violoneux, les couleurs. Et je trouvais que c'était un peu la même atmosphère. Un peu. Vous auriez pu mettre Chagall. Bien, au début, c'était mon premier projet, de mettre David et Bethsabée. Vous savez, la chanson Alléluia sur l'aventure amoureuse de David. Et Chagall a une très belle peinture du roi David. Mais finalement, les éditeurs ont pensé que... On va maintenant recevoir Ralph et Lawani qui se joignent à nous pour la discussion. Donc, pour une biographie inventive et nouveau genre, je vous suggère d'aller lire Ainsi soit Benoît de Groux. C'est la BDiste française Catel qui a consacré tout un roman graphique, parce qu'il est assez volumineux, à la grande écrivaine et féministe française Benoît de Groux. Ce qui est intéressant, c'est que la BDiste met vraiment en scène ses rencontres avec l'écrivaine. On apprend vraiment à la fois à connaître la femme derrière Benoît de Groux, mais aussi la BDiste. À 94 ans, Benoît de Groux est toujours aussi intéressante. Et le travail de la BDiste est particulièrement hallucinant à ce niveau-là. On découvre vraiment tout le processus de développement d'une BD et c'est ça qui est très intéressant. Donc, Ainsi soit Benoît de Groux de Catel. Ralph et Lawani, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, vous êtes écrivain et musicien. Vous publiez à la fin octobre chez Poète de Brousse Les Marges détachables, un essai sur la contre-culture québécoise. Vous avez signé aussi la préface de L'Exquis Cadavre, le dernier recueil inédit d'Emmanuel Coq, publié chez Poète de Brousse. Vous avez collaboré à Bleu Nuit, histoire d'une cinéphilie nocturne chez Somme Toute, publié aussi cet automne. Et vous avez fait paraître cette année, donc, C'est complet au Royaume des Morts, sur Emmanuel Coq, le cascadeur de l'esprit, chez Tête Première. Donc, ici, c'est votre premier livre en tant qu'auteur. Oui. C'est une biographie plutôt classique, là, contrairement aux autres livres qu'on a aujourd'hui, classique et érudite, je dirais, de l'écrivain et cinéaste Emmanuel Coq, qui est un peu tombé dans l'oubli. Peu de gens le connaissent, en fait. Il est mort en 1973, très jeune. Et le livre, donc, en plus de raconter sa vie, offre un portrait aussi de la contre-culture du monde underground de Montréal dans les années 60-70. Alors, on croise Claude Péloquin, Lucien Francoeur, Patrick Straram, Robert Charlebois. Je rappelle aussi que ces ouvrages ont été republiés, en fait, réédités chez Tête Première, là, en 2 gros volumes. Alors, qui est Emmanuel Coq? Parce que, comme peu de gens le connaissent, vous l'avez connu comment? Vous l'avez découvert comment? La manière dont j'ai découvert Coq, c'était derrière le comptoir d'un disquaire où j'ai travaillé pendant 4 ans. Puis un collègue avait laissé son exemplaire de Sex Fiction, qui est le recueil qu'Emmanuel avait publié en 1973. C'est un recueil de nouvelles érotico-psychédéliques avec des encarts qui figuraient entre les différentes nouvelles. Okay. Puis ces encarts-là m'avaient fait penser énormément au collage que Bobo Boutin des Georges Leningrad produisait à la même époque à laquelle je travaillais comme disquaire. Puis j'avais été appelé un peu par l'esthétique. C'est d'abord l'esthétique qui m'a appelé, puis par la suite le côté espèce de verve qu'Emmanuel Coq avait, puis sa manière de décrire l'érotisme, le Montréal des années 70, les relations entre hommes-femmes, les relations anglo-franco. Il y a eu toujours des malentendus, des sous-entendus, des différents tons, puis différents niveaux dans sa pratique d'écriture. Oui. Puis moi, j'ai été happé, puis j'ai lu tous ces autres livres dans une semaine. Puis par la suite, je me suis intéressé aux personnages, puis chaque bribe d'informations que je pouvais ramasser sur Emmanuel Coq devenait un petit peu comme une pépite. Donc, j'allais à la BANQ, puis je me suis dit, waouh, il a fait des articles aussi. Un article avec Gilles Carle, un article sur les sciences occultes, tel magazine. Puis je collectionnais ça, puis je gardais ça à la maison, puis je faisais un petit peu, là, je traçais des lignes entre les points, puis je me suis intéressé au personnage, puis à son rôle d'intercesseur entre les différentes scènes, puis ses différentes influences. Parce que il était au carrefour de toutes sortes de choses. Il était au carrefour de tout ça, mais d'une manière, disons, en pirouette un peu. C'est un peu ce qui résume sa vie. C'est quelqu'un qui est
qui a eu une trajectoire un peu comme, disons, une météorite. Donc ça a été très haut pendant un court laps de temps. Il était aux Éditions du Jour, il y a eu des bonnes critiques, il y avait des copains à la presse, il y avait des copains à gauche et à droite. Il a fait un scénario de film avec Daniel Pilon. Il a été au bon moment, il a été au bon moment avec les bonnes personnes. Dans plusieurs cas, il était copain de Charles Bois. Mais pourtant, il est tombé dans l'oubli. Comment expliquer écoutez, ça, qu'on n'en ait jamais parlé avant? Est-ce que son œuvre est vraiment forte aussi? Son œuvre est un peu un concentré de plusieurs choses, puis c'est ce qui l'a rattrapé en même temps, c'est ce qui a fait qu'il a été mis à l'écart. Ça ne s'est pas inséré dans un courant qui est devenu très politique ou revendicateur. On parle de la film-écriture. Oui, il est lui, très proche du cinéma. Très proche du cinéma. Il y a plusieurs passages dans ses livres où il interrompt le récit, puis un peu comme Akin avait fait dans certaines de ses œuvres, puis Coq va juste inviter le lecteur à aller, je sais pas, aller faire un tour ou aller faire l'amour ou peu importe, puis il va reprendre... il y a des jeux de narration. Oui, il y a beaucoup de jeux de mots aussi à la Boris Vian, à la Région du Charme, puis ça avait joué évidemment dans la balance. Là. Il y a des gens qui appelaient ça du dessous du charme. Il y en a d'autres qui se défendaient de ça. Puis c'est un Français arrivé au Québec. Donc il arrive au Québec à l'âge de 20 ans. Il prend tout ça en pleine gueule dès les premiers jours, dès les premières semaines, découvre la Casa Pedro, découvre ce qui s'est appelé par la suite l'Underground montréalais, disons le quadrilatère où ça s'est passé surtout. Puis... Mais en fait, même la contre-culture montréalaise de ces années-là, on n'en parle pas beaucoup non plus. Elle-même a été un peu occultée, c'est ce que vous racontez aussi. Oui, bien, elle a été occultée au sens où notre... contre-culture. Le terme en tant que tel, c'est un chapeau qui fait à plusieurs choses. C'est un fourre-tout. Puis c'est un peu difficile parfois de tracer des marges, pas tracer des marges, tracer des frontières entre les différents courants, parce qu'à cette époque-là, c'est vraiment la culture jeune, disons, qui vient piger à gauche et à droite, puis il y a des trucs qui vont être récupérés, puis il y en a d'autres qui vont être juste mis à l'écart, puis l'œuvre d'Emmanuel qui est devenue... disons, obsolète avec les années, puis ça devient parcellaire, atomisé, puis on s'en débarrasse parce que c'est trop, disons, c'est trop collé à une certaine période. Oui. Puis les lectures... Ça transcende pas les années. Ça transcende les années dans le propos, puis dans la manière dont il regarde sa génération, je trouve. Ce qui a mal vieilli au sein des gens qui ont probablement... suivi, c'est le côté très éclaté. C'est pas revendicateur au premier niveau, Emmanuel Coq, mais si justement en creusant dans l'histoire du personnage, puis en découvrant un petit peu les ramifications qu'il avait, des fois on se rend compte, ah ok, ici il parle de tel ministre, ou dans cette œuvre-là qui est de... Surtout à la fin, ces deux derniers livres ont été publiés de manière posthume. Et puis le dernier qui a été publié par Louis Geoffroy au sein d'une collection qui a arrêté, je pense, après 4 ou 5 ouvrages, dont le plus, disons, celui qui a mieux vendu, probablement un roman de Yolande Villemer, qui est, je crois, son premier, si je ne me trompe pas. C'était des ouvrages policiers, puis Emmanuel s'insérait dans cette mouvance-là. En même temps, il allait encore être intercesseur de plusieurs trucs. Dans ses livres, parfois, c'est des films qui sont tournés pour raconter ces histoires d'amour qui sont en train de se péter la gueule, puis il va y avoir d'autres moments où il va tirer des images de son quotidien, la gardienne de son enfant, son fils qui est là, puis on va avoir le même nom, on va avoir des figures qui vont... Oui, il est comme passé dans les La prolificité de cet écrivain d'origine bretonne, débarqué au Québec un 18 décembre 1965, s'avère tout aussi remarquable que l'amalgame culturel qui nourrissait sa plume. Obsédé par la mort, Coq, qui selon ses proches avait le sentiment qu'il ne serait pas éternel, mit tout son talent et toute sa verve au service d'une œuvre teintée du travail de ceux qui l'inspiraient. Si son obsession décousue de la mort en fait un écrivain compulsif, c'est a posteriori l'utilisation du langage qui fait de son œuvre un magma de cannibalisme culturel digne d'être remis en circulation. Par rapport à l'écriture donc de ces ouvrages biographiques, on n'est pas vraiment dans la biographie pour vous, mais je me demandais si la forme du livre s'était imposée d'elle-même ou si ça, par exemple, là, pour le René Martel, votre roman, est-ce que vous aviez déjà l'intention d'écrire ce genre d'ouvrage-là ou c'est en travaillant avec En fait, je savais que je voulais faire un portrait et non une biographie. Ouais.
parce que, ben, comme journaliste à l'écrit, j'ai fait des portraits déjà pour les magazines, mais bon, c'est beaucoup plus court, évidemment, et là, j'avais envie d'aller en profondeur. Et puis je me disais, une biographie, t'as tous les éléments, souvent de façon biographique, chronologique. Et moi, je me disais, un portrait, c'est un point de vue aussi, hein, qu'on pose sur un artiste ou sur un chanteur, une chanteuse. Et je me disais, mon point de vue à moi, je veux pas être au jeu. Je suis pas présente dans le livre. Ouais. Okay, je parle d'elle à la troisième personne, mais je me suis vraiment imprégnée d'elle en la suivant partout, en étant avec elle pendant des heures et des heures, en voyageant jusqu'en Gaspésie, par exemple, et tout ça, et en la côtoyant, en l'observant. C'est pas juste ce qu'elle me dit, c'est ce que je vois. Oui. Et mon objectif à moi, mais ça, c'était vraiment depuis le début, je me disais, je veux comme être cachée dans les coulisses de sa vie. Et je veux voir tout ce qui se passe. Puis mon livre, je veux qu'il soit au présent, qu'on la voit sur scène, qu'on la voit parler, qu'on la voit vivre. Je veux que mon livre soit au présent, mais évidemment qu'on intercale là-dedans des scènes de son passé pour mieux comprendre où elle est aujourd'hui, par où elle est passée. Un roman, en effet. Il y a comme des flashbacks. De rebondissements que je vous dirais que oui, ça ressemble à un roman. Puis vous placez souvent d'ailleurs dans les coulisses de la scène, juste avant qu'elle entre sur scène. On est avec elle. Oui. Mais donc, cette proximité, c'est vraiment l'inverse de votre approche? Ben, c'est une des difficultés. Vous avez l'avantage d'écrire sur quelqu'un qui est vivant, donc qui est contemporain. La difficulté, c'est quand on, un petit peu comme avec le cas d'Emmanuel Lecoq, et je travaille aussi sur un autre auteur, la difficulté, c'est d'écrire sur quelqu'un dont le contexte est à peu près disparu. Donc, comme par exemple, on parle de Mainmise, on parle des années 70. Moi, je travaille sur un écrivain qui a une portée religieuse. Alors, même le vocabulaire religieux est tombé en désuétude et à chaque mot qui était courant, disons, il y a 40 ans, maintenant, il faut trouver un synonyme ou il faut apporter Thomas Merton, un trappiste américain, dont sera le centenaire l'an prochain. Mais donc, tout ça pour dire que la difficulté, d'une part, dans une biographie, c'est de faire saisir le bouillon de culture ou le milieu ambiant. Et en particulier les institutions qui sont là, qui sont actives et tout. Alors, on est pris un peu dans un dilemme parce qu'on ne veut pas inonder le lecteur de détails pour, un peu comme faisait Balzac, par exemple, quand on écrivait le quartier, la ville et finalement la poignée de porte à la fin. Donc, c'est un problème. Et vous, avec René Martel, donc les gens sont au courant de ce qui se passe. C'est ça, vous, Cohen, vous avez rencontré personne, vous aviez aucunement... J'ai lu l'information qui est donnée sur les dépliants qui accompagnent les disques. On apprend toujours beaucoup d'informations. Il s'agit de lire attentivement. Entre les lignes. Oui, on apprend beaucoup de choses. J'ai lu aussi une biographie de Cohen, évidemment, et je renvoie les gens à cette biographie-là qui est complète. Tandis que vous avez rencontré beaucoup de gens qui ont connu Emmanuel Lecoq. Il a fallu la famille immédiate. Recréer justement le milieu ambiant pour essayer de vous mettre... Oui, mais c'était toujours par ricochet que ça fonctionnait, là. Donc, les premières rencontres, c'était avec sa première femme, dont par la suite son fils. Vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Oui. Puis les gens se relayaient un petit peu, se passaient le flambeau, puis ça passait à Robert Blondin, puis après ça allait ailleurs. Des gens qui ont côtoyé Mainmise, Claude Beausoleil, Lucien Francoeur. Après ça se passait des numéros de téléphone. Puis parfois, j'ai eu des correspondances aussi avec son ami Marc Bernal en France, qui n'a pas Internet, qui a même pas son numéro de téléphone répertorié dans mes trucs. C'était par lettre, puis je reçois encore des lettres. On échange chaque 2 ou 3 semaines. Sa famille devait être contente qu'il sorte de l'oubli? Oui, bien, c'était... J'ai eu l'impression d'avoir un contrat non écrit avec Emmanuel Lecoq parce que lui est mort à 28 ans, puis moi, je voulais absolument que ça sorte avant que j'aie 28 ans. Puis c'est aussi son 40e anniversaire, le 40e anniversaire de sa mort qui était en 2013. Oui. Donc, le but, c'était de sortir non seulement les livres, mais un peu de raconter puis de mettre du contexte autour de la publication des œuvres. Est-ce qu'ils ont réagi, la famille? Oui, bien, écoutez, moi, j'ai été approché par la famille parce que je collaborais à une revue culturelle, puis
À un moment donné, j'ai été journaliste du mois, puis ils m'ont demandé une courte biographie. Puis à la blague, j'ai lancé un jour, j'écrirai la biographie d'Emmanuel Koch, puis j'ai reçu un courriel 2 jours plus tard. Parce qu'il voulait que vous le fassiez? Non, parce que son fils, par le biais d'une amie qui avait vu l'article, a dit Emmanuel Koch, c'était pas ton père, ça, Stéphane? Puis c'était oui. Puis, ouais. Fort intéressant. Bien, merci beaucoup à vous trois. Je rappelle donc Daniel Lorrain, le roman de René Martel, paru chez Québec Amérique. Jacques Julien, Léonard Cohen, Seul l'amour chez Triptyque et Ralph Elawani, C'est complet au Royaume des morts chez Tête Première. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est tout pour nous aujourd'hui. Je remercie la librairie Monet de nous accueillir dans ses locaux. Je vous souhaite bonne lecture et à bientôt.